Merci beaucoup chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dimanche. Il est vrai que nous devons aller prier Dieu. Il nous a accordé sa grâce pendant au moins 6 jours, le 7e aujourd'hui. Il faudrait qu'on témoigne maintenant notre reconnaissance. Mais en même temps, nous devons aussi parler pour notre pays. Et pour nous, c'est l'apostolat. Et voilà pourquoi, bien qu'on soit dimanche, beaucoup se reposent. Nous, on n'a pas ce repos. Nous nous engageons pour la cause de notre pays. Et nous sommes encore aujourd'hui ensemble, chers membres de la communauté, pour partager les informations, pour parler pays, pour partager les idées. Merci totalement de la confiance que vous témoignez à notre égard. Et nous continuons à vous informer que votre cadre informatif, c'est celui-ci. C'est ici que nous devons nous rencontrer de temps en temps pour réfléchir, pour parler pays, pour aider notre pays. Notre pays, à ce jour, qui est dans une position d'humiliation du fait que, depuis beaucoup d'années, le Rwanda est assis sur la partie Est. Voilà pourquoi, à ce stade, à ce jour, comme nous savons vous le dire, il y a une certaine réorganisation du côté armé pour, en tout cas, écarter cette humiliation qui a été, il faut le dire, un montage aussi. Parce qu'il y a eu des gens qui ont servi des béquilles au Rwanda pour atteindre ses objectifs. C'est lui de venir faire souffrir les Congolais. Bien entendu, par l'entremise de certains Congolais naïfs. Et voilà, de temps en temps, nous disons, nous devons échanger. Que les gens comprennent ce qui se passe. Merci beaucoup, chers Congolais. Mais aujourd'hui, nous allons repartir. Hier, vous aviez suivi, nous avons plus parlé du Nord Kivu. À Nyiragongo, où il y a eu le meeting de M23, où ils ont été humiliés par la population. Cette question, nous l'avons abordée hier, du côté Nord Kivu. Mais aujourd'hui, nous irons du côté Sud Kivu, pour vous parler des exploits, les avancées de Wazalendo sur terrain, où ils neutralisent autant d'agresseurs, autant de rebelles en même temps, où plusieurs positions de M23 sont reprises par les Wazalendo qui ne savent qu'avancer. Et aujourd'hui, nous serons dans le territoire de Kabaré. Nous serons dans le territoire des Kabaré où dans certains groupements, beaucoup de villages sont récupérés. En d'autres termes, beaucoup de positions de M23 sont récupérées et les Wazalendo ne savent qu'avancer. Vous savez, le cap, c'est la reprise de la ville de Bukavu. Hier, nous vous avons également dit que jusque-là, on attend pratiquement et visiblement que le mot d'ordre. Comme il s'agit de stratégie militaire, là, nous ne saurons pas vous le dire. On va voir comment les militaires vont agir sur le terrain. Donc, une question très importante aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, dans le Sud Kivu, bien entendu, comme nous le disons, à Nyabiwe, le chef de l'opération M23 et toute son équipe sont tombés dans l'embuscade montée par les Wazalendo. Et quand vous entendez tomber dans l'embuscade, ça voudrait dire ils ont alors été neutralisés. Neutralisés pour l'armée, c'est ils ont connu la mort, ils ont été tués. Et donc, ils ont été tués. Ils ont été pris dans l'embuscade. Et ça, c'est la détermination non seulement des militaires, mais aussi de la population, parce que les Wazalendo ne sont pas forcément des militaires, même si on peut avoir 2 têtes militaires, mais la majorité, c'est la population, les jeunes, qui se sont dit, pas question qu'on puisse continuer à subir l'humiliation des Rwandais de cette façon. Et c'est comme ça que ils se sont organisés pratiquement dans tous les villages. Et donc, à Kabaré, du côté Nyabiwe, ils sont tombés dans l'embuscade. En même temps,
les Wazalendo ont récupéré d'autres positions de M23 dans le groupement de Luhago. Mais quand vous avancez toujours dans le Sud-Kivu, là, ils ont récupéré de villages tels que Irega, Kaguba, Mwengarera. Et donc, il y a beaucoup de villages qui sont récupérés. Là, c'était hier soir, pratiquement le samedi. Nous avons tenté aujourd'hui, dimanche, à voir nos membres de Pro-Info dans cette partie. En tout cas, les téléphones n'ont pas sonné. Ça, ce sont les informations qu'ils nous ont transmises hier. Aujourd'hui, nous chercherons maintenant à entrer en contact avec eux pour avoir la température de la situation dans cette partie. Mais au moins, substantiellement, ce qu'ils ont dit, en termes d'une information globale, c'est que, à ce jour, la population se sent sécurisée. Les Congolais dans cette partie se sentent aujourd'hui sécurisés. Et nous disons, ça c'est une très très bonne chose alors, parce que ces gens, la population, a beaucoup souffert. Aujourd'hui, on vient, on récupère un village, demain ceux-là reviennent, ils récupèrent le même village, ce ping-pong-là a fait souffrir la population. Aucun projet d'avenir, aucune perspective, un désespoir installé comme pas possible. C'est dans ces conditions. Alors maintenant, lorsqu'ils constatent qu'il y a des mouvements d'espoir par l'engagement aujourd'hui des Wazalendo et de nos FARDC, alors ils nous ont dit, visiblement la population se sent, en tout cas, sécurisée. Aussi, ceux qui avaient l'habitude souvent de trahir la population, de collaborer avec l'ennemi, de trahir le pays, aujourd'hui, comme beaucoup sont identifiés et inquiétés par les Wazalendo, et à ce jour, les gens se réservent et n'aiment plus composer avec l'ennemi. Non seulement qu'ils n'aiment pas composer avec l'ennemi, mais ils ont fini par comprendre que ces gens ne sont pas venus nous libérer, ils sont venus plutôt nous chosifier. C'est la prise de conscience aujourd'hui des Congolais dans cette partie du pays où on ne savait à un certain moment que trahir, et à ce jour, les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas faire ça contre leur propre pays. Ils ont fini par comprendre le jeu du Rwanda à travers le M23. Et ça, nous disons, une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Ça devrait alors continuer comme ça, et nous pensons que on va bien avancer jusqu'à récupérer totalement notre pays. Nous vous parlerons, et nous vous parlons ici de la démocratie chrétienne qu'applique le président Félix Antoine Tshisekedi dans un pays en guerre. Et nous nous disons, c'est pas possible, c'est pas bien. La démocratie chrétienne excède la bonne volonté. Même face à l'ennemi, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Quand vous allez dans d'autres pays, vous allez par exemple en Ukraine, vous allez en Russie, vous pouvez citer d'autres pays du monde. Un pays agressé, en guerre. Mais les décisions ne peuvent pas être complaisantes au nom de la démocratie. Non. Et d'ailleurs, la démocratie en question, nous devons, quand vous êtes en France, on vous dit la démocratie à la française. Vous êtes aux États-Unis, par exemple, on va vous dire la démocratie à l'américaine. La démocratie, c'est vrai, elle a une valeur universelle, mais en même temps, elle s'adapte aux us et coutumes, aux réalités de chaque pays, et on l'adapte comme ça. Son application n'est pas en toute réalité universelle, c'est faux. La preuve, c'est que dans certains pays, ils n'ont pas de président, on n'élit pas le président. Dans d'autres pays, on élit le président. Donc, c'est selon
l'appréciation du pays sur ses valeurs, et on peut dire, on prend la démocratie comme un bon système pour nous amener vers le développement. Mais aussi, je ne sais pas si nous avons des pays qui ont connu des développements avec la démocratie. On peut peut-être les citer, mais je pense que c'est sur base de parfois des décisions violentes, courageuses, qu'on parvient à imposer un changement dans un pays. Mais nous constatons aujourd'hui qu'avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, il applique la démocratie chrétienne. Dans quel contexte, par exemple? Parce que nous parlons ici de la guerre, bien entendu. Votre pays est agressé. Les gens qui font allégeance visiblement à l'ennemi, qui ne condamne jamais l'ennemi, et vous savez le dire, qui ne condamne jamais l'ennemi. Lorsqu'il avait évoqué la question du dialogue la fois passée, le président l'avait dit. Je veux dialoguer avec ceux qui vont condamner l'agression. Mais ils ne le font pas. Ça veut dire, en d'autres termes, ils sont en intelligence avec l'agression. D'un côté. Mais de l'autre côté, vous aviez su dire la fois passée que le mouvement AFC, son géniteur, c'est Joseph Kabila. C'est ce que vous aviez dit. Et la justice a appuyé cela. Aujourd'hui, il est condamné. Mais comment comprendre que ceux qui échangent avec le géniteur de AFC, de M23, quittent là où ils étaient, ils viennent jusqu'à Kinshasa, continuer avec des rencontres avec le label Sauvons la République démocratique du Congo. Le contexte actuel, chers membres de la communauté, je vous porte ici. Sauver la République démocratique du Congo voudrait dire, aussi s'ils sont sérieux, c'est se battre ensemble pour que le M23 quitte le pays. C'est se battre ensemble pour que le Rwanda cesse maintenant de marcher sur la RDC. De ce point de vue-là, ça va nécessiter une synergie. Maintenant, une collectivité des enfants du pays qui vont dire, qui vont regarder dans la même direction pour chasser l'ennemi et mettre un terme à l'humiliation. C'est ça, sauver la RDC. Mais si vous n'êtes pas dans cette optique, vous allez sauver la RDC de quelle manière? Réfléchissons ensemble. Vous allez sauver la RDC cette fois-là de quelle manière? Ça veut dire en d'autres termes, vous êtes dans la logique de l'ennemi, effectivement vrai. Parce que pour l'ennemi, parle de la libération. Un concept inventé, comme dans chaque rébellion, on trouve toujours des concepts comme ça, pour séduire, alors qu'en réalité, c'est pas ça, c'est pas l'objectif. Donc, ils sont en intelligence, effectivement, parce que, comme je l'ai dit au début, j'ai démontré, pour venir maintenant s'exercer comme un mouvement rebelle, mais cette fois-là en pot politique, ici sur place. Parce que personne ne s'est condamné, bien entendu, ni le Rwanda, ni le M23. Mais alors, parce que c'est connu comme ça, les services de sécurité vous démontrent comment les choses sont montées. Mais comment vous pouvez, beaucoup de membres de la communauté hier m'ont appelé, m'ont interpellé. Mais Pascal, vous devez insister, vous devez parler. Parce que si c'était ailleurs, les choses ne se passeraient jamais de cette façon. Mais pourquoi ici, pourquoi chez nous, avec Tshisekedi, président de la République, les choses doivent se passer de cette façon? Alors nous aussi, nous disons, posons-nous la question, pourquoi ça doit se passer de cette façon? C'est une façon de manipuler l'opposition, enfin, manipuler l'opinion. On manipule l'opinion. La libération, le sauvetage, c'est lorsqu'on s'engage dans le contexte actuel contre le M23, contre l'AFC, contre le Rwanda. Et là, on sauve le Congo. On ne peut pas sauver le Congo aujourd'hui en venant s'opposer à celui qui se bat contre les agresseurs, contre le M23, contre l'AFC. Vous ne pouvez pas sauver la RDC aujourd'hui, venir combattre quelqu'un qui a nettoyé le corps militaire qui a été infiltré par le Rwanda afin
de marcher sur la RDC. La RDC. Vous ne pouvez pas sauver le pays, la RDC, tout en combattant celui qui, visiblement, s'engage pour la cause de son pays à tout point de vue. Et donc ici, nous parlons bien Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, maintenant, vous comprenez, l'objectif est ailleurs. Mais à partir du moment où l'objectif est ailleurs, le chef de l'État se comporterait comment? Les services de l'État se comporteraient comment? Mais pas dans la complaisance comme nous voyons. Il faut des mesures fortes. J'ai suivi le président, l'actuel président malgache. Comment il défie Macron? Il ne peut pas venir nous donner des leçons ici. Lui-même, en France, il n'est pas majoritaire. Il n'a même pas 10% des Français qui l'appuient. Il doit nous laisser et ça doit cesser. Il le dit ouvertement. Nous suivons le président burkinabé. Il a tout dit, il s'est engagé, il avance. C'est vrai que la RDC, c'est un pays peut-être un peu exceptionnel. Mais il y a une façon d'appliquer la démocratie. On ne peut pas appliquer la démocratie comme si nous étions dans un monde d'intelligibilité où tu es bien, tu es parfait, les gens sont normaux. Non. Non. Les gens ici ne sont pas normaux. Nous parlons bien des traîtrises. Sinon de la traîtrise. Les traîtres sont là. Mais face à ces traîtres-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit être très complaisant. On doit être très chrétien. Le contexte nous impose à avoir une autre attitude, même lorsque nous parlons de démocratie. La preuve, qui pouvait imaginer que les proches du président de la République, des gens qui ont des hautes fonctions dans l'armée, il n'y a pas autre fonction dans l'armée plus que celles qu'ils ont eues, mais ceux-là sont contre lui et ont bien voulu lui faire du mal. Vous pouvez imaginer? Mais que faites-vous alors finalement, en même temps, de cet arrêt rendu par la haute cour militaire? Au-delà de la décision de l'arrêt, mais il y a une motivation. Mais cette motivation doit nous aider, doit vous aider. On a évoqué beaucoup d'aspects, mais finalement, on aurait l'impression qu'on n'est pas là. Il faut des mesures fortes. Le pays en guerre. Aujourd'hui, il fallait qu'on conjugue tous nos efforts plutôt vers l'engagement militaire au front pour les apporter le soutien. On peut peut-être dire même ici, plus question de mouvement. On peut avoir une attitude d'un pays engagé, c'est pas impossible. Mais nous faisons la démocratie chrétienne. En même temps, c'est les mêmes qui vont retourner contre vous, Monsieur le Président de la République. Attention. Et nous disons bien attention. Et voilà. Est-ce que c'est bien d'appliquer la démocratie chrétienne aujourd'hui? Nous disons non. Il faut une démocratie avec une certaine dose dictatoriale dans le contexte actuel. Afin, bien entendu, d'imposer des bonnes idées pour le combat commun qui est celui de nous agglutiner autour du commandant suprême pour que finalement nos FARDC, nos Wazalendo réussissent leur mission, celle de chasser les ennemis de la République de notre sol. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Nous allons à l'Assemblée nationale. Non, avant d'aller à l'Assemblée nationale, que je vous amène d'abord à ce procès de braquage dans l'affaire Honorine Porsche, braquage qui a été constaté à Raobank. Je vous avais parlé la fois passée d'un cas. Le cas du colonel Désiré Moumessa. Le commandant de la PEM Andolo. Et c'est lui qui savait gérer la base logistique. J'insiste sur cette question. Autant qu'ils montaient des coups de côté chef de l'État, les hauts gradés de l'armée. Autant qu'ils étaient en train de voir comment, en tout cas, bouger les choses du côté de la base logistique. Et cette personne qui résistait plus, c'est Désiré Moumessa, qui a tout fait pour que cette base soit gardée comme telle,
question de céder à l'ennemi parce que c'est déjà infiltré. Et on a compris qu'il était engagé, déterminé. On les cherchait par où, comment on pouvait l'avoir. Et c'est lui qui a été à la base, je vais vous informer ici, de la dénonciation de beaucoup d'éléments impropres dans l'armée. Et on ne l'a pas supporté, on ne sait pas les supporter jusqu'ici. Et quand cette histoire est arrivée, voilà, c'est une occasion pour le faire partir. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je ne veux pas interpréter ce qui est en train d'être fait en justice, mais seulement j'alerte que c'est un combat contre lui, simplement parce que il défend une cause valable. Ceux-là veulent maintenant récupérer la base logistique d'Ndolo pour atteindre leur objectif. Mais dans ce pays, ça ne marchera pas. C'est comme ça que j'interpelle l'auditeur général Pikoulia. Il est temps, je pense, avec votre savoir-faire, de pouvoir comprendre le piège qui a été monté dans cette affaire. Pour que le colonel Désiré Moumessa ne subisse pas par le jeu de l'ennemi, pour que l'ennemi ait la possession de la base logistique. C'est dangereux. On aura dit déjà. Aussi, cette fois-ci, et nous allons à l'Assemblée nationale, avec le dépôt des candidatures. Oh, la politique de mon pays. L'UNC, c'est le mot, le parti de Vital Kamerhe, déjà enregistre 2 candidats. Il y a le député Mayo, l'ancien ministre de budget, et nous avons aussi le député, l'actuel ministre de l'Industrie qui a démissionné, Boji. Lui aussi, ancien ministre de budget. Les deux hauts cadres de l'UNC, ils sont candidats. Déjà, ça pose problème. Maintenant, on se posera la question. Boji avait démissionné du gouvernement par sa propre initiative, où il a eu une certaine orientation d'une haute personnalité du pays pour l'assurer maintenant son élection comme président à l'Assemblée nationale. Cette question elle est très importante. Parce que nous avons dit hier, nous avons critiqué la démarche qui consistait d'aller déposer maintenant les candidatures à l'Union sacrée. Et l'Union sacrée ne peut pas, de notre point de vue, donner les injonctions sur le choix d'un candidat. Parce que lors de l'élection de Vital Kamerhe, ils ne l'ont pas fait. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Sinon, ça va donner l'impression effectivement qu'ils étaient contre Vital Kamerhe. Nous n'aimons pas ça. Laissez maintenant, chacun maintenant compétir. Que les députés choisissent le meilleur d'entre eux. Dans ce contexte-là, ça risque d'être très compliqué pour Boji, qui a démissionné du gouvernement. Aussi pour Mbozo, le citoyen qui a démissionné de son poste de 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Il doit démissionner. C'est ça le principe. S'il n'a pas fait, il doit le faire. Il doit le faire parce que s'il est élu alors président, parce qu'il va comme candidat, mais son poste sera vacant. On sera encore obligé de revenir maintenant, organiser les élections. Non. À partir du moment où il a fait le choix d'aller comme candidat président, il démissionne de son poste de 2e vice-président. Et là aussi, on organise l'élection. S'il y rate, il redevient député comme tout le monde. Et les choses avancent. Mais pour moi, je ne pense pas que c'est un bon risque à prendre. C'est pas sage. Pour moi, c'est pas sage. Mais je pense que chacun se mesure. Il a des garanties du nombre de députés. Et voilà pourquoi ils veulent aller. Mais du côté UNC, c'est ce constat-là. On aurait l'impression comme si Vital Kamerhe a bien voulu laisser chacun maintenant aller librement. Alors, substantiellement, c'est qu'il n'a pas été contre. Soit, il constate que Boji n'est pas venu par son initiative. Il n'a pas démissionné par son initiative. Alors, il prend autre personne par son initiative, entre autres ici, Mayo, pour qu'il combatte Boji. Parce qu'il n'a pas été choisi par lui. Probablement ça. Mais simplement, nous allons aussi voir dans les jours à venir
comment les choses seront gérées par cette fameuse union sacrée. Nous allons terminer notre émission par les réalisations du gouverneur Aïe du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. D'abord à Kasenga. Kasenga, c'est l'un des territoires de la province, où il est allé visiter les travaux du pont, qui évolue d'ailleurs, qu'on est en train de jeter sur la rivière Luapula. Dans le projet, je crois, de corridor. Et ça va relier très facilement la RDC et la Zambie par Kasenga. C'est un projet des deux pays. Je suis arrivé à Kasenga la fois passée, j'ai vu comment les routes, sinon la route principale, là, elle est ouverte à la satisfaction de la population, les travaux avançaient comme ça. Et voilà, lui sur place à Kasenga, il est allé visiter alors les travaux de ce pont. Nous vous laissons suivre et on va revenir. La construction du pont Tchaloué, long de 364 mètres sous la rivière Luapula, est un projet d'envergure qui prend forme au jour le jour. Des grands travaux du même type sont également en cours de part et d'autre de la frontière entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Parmi ces travaux figurent notamment les opérations de dynamitage. Selon les plannings d'exécution, les coulages de béton de fondation interviendront dans les prochains jours. Ces travaux se réalisent simultanément de deux côtés de la frontière afin que l'ouvrage soit achevé et livré dans le délai. Ce jeudi 23 octobre, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula s'est rendu sur ce chantier accompagné du directeur de l'Office des routes, de son conseiller technique, du directeur de l'OVD et d'autres responsables des services techniques pour s'enquérir de l'évolution de cet immense projet initié conjointement par les gouvernements congolais et zambiens. Sur place, l'ingénieur Yannick Kavaya de la CGT a fourni les détails sur l'état d'avancement des travaux, affirmant que le chantier progresse dans le respect du calendrier et conformément aux normes techniques. Nous avons fini tout ce qui est comme travaux de dynamitage au niveau de la première culée. Au niveau de la pile qui est en République démocratique du Congo, nous nous préparons pour les derniers explosifs à faire, les derniers dynamitages à faire. Et au niveau de la Zambie, nous avons déjà commencé les travaux du bétonnage, le béton des propriétés de la première culée. Et d'ici là, on va aussi commencer les travaux du béton des propriétés de la pile qui est en Zambie. Mais d'une manière générale, pour le projet Kasumeno Kasenga, nous sommes en train d'exécuter les travaux de la route partie Kasenga-Tchaloué. On a actuellement 13 km en cours d'exécution. Et puis du côté Kasumeno-Kasenga, nous sommes déjà dans les trentaines de kilomètres en cours d'exécution. Le chef de l'exécutif provincial n'a pas manqué de faire des observations, notamment sur les tracés de routes d'accès, tenant compte des besoins des populations des villages environnants. Martin Kazembe Choula a également visité les unités de production des graviers où sont préparés les matériaux des différentes dimensions nécessaires à la construction du pont et de la route. Et avant d'aller à Kasenga, toujours Martin Kazembe Choula, je le vois maintenant trop engagé pour la modernisation de sa province. Félicitations, il faut aller comme ça. Il s'agit de notre pays. Il a été lancé les travaux de la reconstruction, de la modernisation de l'avenue Don Bosco dans la commune annexe de Lubumbashi, à la satisfaction bien entendu de la population. Suivons le reportage. C'est à bord de cette niveleuse, sous les acclamations de la population, que le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a symboliquement donné le premier coup de pelle de la réfection de l'avenue Maembe au quartier Don Bosco dans la commune annexe. Cette route, longue de 7 km 900, est la seule voie d'accès à ce coin et qui débouche sur la nationale numéro 1, appelée communément la route Kasumbalesa à hauteur du cimetière Kachamata. Elle sera asphaltée de bout en bout et les caniveaux construits. Ce sera une artère de 14 mètres de large à 2 voies. Tous les moyens sont mis à contribution pour
pour que les travaux finissent d'ici à la fin de l'année prochaine, a affirmé l'autorité provinciale qu'accompagnait son ministre des Infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba, de la bourgmestre Mireille Kiléché et du directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Aboula. C'est un sentiment d'abord de satisfaction, parce que la province du Haut-Katanga, ce n'est pas seulement au centre-ville. C'est pourquoi nous tenons compte aussi de la périphérie de la ville aussi également. Ce sont des travaux qui doivent aller plus vite. Nous devons accélérer avant la fin de l'année. C'est prévu sur les 7 km. Pour les habitants du quartier Don Bosco, cette réhabilitation n'est pas seulement un projet routier, mais un signe d'attention du chef de l'exécutif provincial envers cette partie de la capitale du cuivre, longtemps restée en marge des grands travaux d'aménagement. Une fois fini, l'avenue Maembe reliera plusieurs quartiers périphériques de Lubumbashi avant de déboucher sur la route Kassimbalesa et facilitera ainsi le transport des personnes et des biens. D'où la gratitude des riverains à l'endroit de Martin Kazembe Shula. Aujourd'hui, ni cri de joie kushie jeunesse ya Don Bosco. Tunafurahi. Huyu tunaona leo ni Joseph akitosha wapi mu Egypte. Tulikuwa mu mateso kabambi kabisa. Tunamupikia baba gouverneur mikono telemo wakitukumbusha watoto wa Don Bosco. Tunamupenda kabisa. Batu ba mingi banashinda kuikala huku juu ya barabara. Alors tunampikia baba liwali wa jimbo, aksanti sana. Leo tunaona deja lancement officiel, banaanza kukulula barabara. En tout cas ni kitu kimoja, population chez tunafurahi sana. Tunamupikia mikono na tunamulombea kwa Mungu amupakiri na amubariki sana. Martin Kazembe Shula a saisi l'occasion pour exhorter les riverains à faciliter la tâche à l'entreprise CCECC chargée d'exécuter les travaux pour le respect du délai. En tout cas, nous sommes là face à un geste fort de Martin Kazembe Shula qui entend redonner vie à ce coin de Lubumbashi, longtemps délaissé, et cela conformément au vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est par là que nous mettons un terme à notre émission de ce jour de dimanche. Tout en vous remerciant. Enfin, l'autre semaine commence demain. Avec ces informations, nous estimons et nous espérons bien que nous aurons le même engagement et les mêmes énergies pour vous servir. Pour cela, nous n'avons qu'une seule prière. Vous aussi, de votre part, n'allez jamais ailleurs. Restons ici. Tout en restant ici, mobilisons-nous, informons les autres et que nous avons un cadre informatif à travers lequel nous pouvons échanger. Ici et non ailleurs. Merci. Au revoir.